Ok, je vous fais juste une vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'épreuve de CGE, pour plus que vous présenter l'épreuve de CGE, pour vous présenter surtout la méthodologie. Donc en gros, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir avant d'arriver en CGE sur votre méthodologie de travail. Donc je vous rappelle rapidement l'épreuve de CGE, comment elle se passe. Donc c'est une épreuve de 3 heures. Vous allez avoir un corpus de documents, donc des textes, des images, voilà, soit des textes, soit des images, des extraits de livres ou quoi que ce soit, sur un thème bien précis que vous allez étudier. Sur cette année, le thème c'est à table. Les autres années, le thème sera probablement différent. Et votre épreuve elle sera divisée en deux parties qui seront notées toutes les deux sur 10. Vous allez avoir une partie avec 3-4 questions en rapport avec le corpus et un essai. Donc pour cet essai, vous allez avoir un thème, une question et il faudra y répondre avec un essai. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter la méthodologie d'une part pour répondre aux questions et d'autre part la méthodologie de l'essai. C'est très très important parce que si vous respectez pas ça, déjà vous vous mettez une première balle dans le pied. Voilà, le correcteur il va regarder, il va dire ok, il n'y a vraiment aucune structure. Déjà vous êtes sûr de ne pas avoir une bonne note. Donc je vous montre ça. Donc première partie, on parle des questions. Donc répondre aux questions. Donc déjà, donc pour répondre aux questions, en gros, il y a vraiment deux grandes choses à faire. La première, c'est lire vraiment attentivement le corpus et identifier les éléments clés. Et la deuxième chose, c'est structurer votre réponse. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc lisez attentivement le corpus. Donc déjà, au niveau du texte, des textes qu'il peut y avoir dans le corpus, vous prenez votre brouillon et vous mettez, il n'y aura pas énormément d'annexes dans le corpus, il y aura peut-être 3-4 annexes, peut-être 3 textes et une image par exemple. Donc vous prenez votre brouillon, vous écrivez annexe 1. Si c'est un texte, vous identifiez d'abord le thème principal, ensuite les idées secondaires, les arguments et les exemples. Pour les images, vous faites à peu près la même chose, sauf que là pour le coup, on va analyser plutôt les éléments visuels, la composition, les couleurs, les symboles. Si cette image est dans un contexte particulier, vous le notez aussi. Voilà, c'est un extrait, enfin une image tirée du film Ratatouille par exemple. Et surtout, essayez de déterminer le message véhiculé par l'image. En gros, demandez-vous pourquoi on vous a mis cette image aujourd'hui en face de vous dans ce corpus. Et comme je vous l'ai dit, vous notez tout sur votre brouillon. Le thème, les idées, les arguments, le message véhiculé, etc. Une fois que ça c'est fait, on passe à la partie rédaction. Donc, rédaction des réponses aux questions. Et là, pour le coup, il faut que vraiment ça soit structuré. Donc, comment est-ce que vous allez structurer vos réponses? Toujours une phrase d'introduction. Une phrase, pas plus. Vous rappelez le contexte, vous définissez les termes si besoin. Voilà, s'il y a des termes particuliers, vous définissez le terme et vous présentez brièvement l'idée principale de la réponse en une phrase, une phrase assez longue, mais pas non plus un truc de 4 lignes. Ensuite, vous développez selon le nombre d'arguments que vous avez. Vous développez, vous faites un paragraphe par argument. Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire 3 pages par réponse aux questions. Mais voilà, si vous avez 2 arguments, vous faites 2 petits paragraphes en développant. Et vous concluez 1 ou 2 phrases vraiment qui vont résumer ce que vous avez dit, résumer le propos. Évidemment, citez le ou les documents et expliquez pourquoi c'est pertinent par rapport à votre argument. En gros, vous allez donner un argument et pour appuyer cet argument, vous allez citer le document. Soyez simple et précis, c'est-à-dire faites des phrases courtes. Vous n'êtes pas obligé de faire des longues phrases incompréhensibles. Il faut que ça soit très facilement compréhensible par le correcteur. Et évitez les digressions. Les digressions, c'est ce que vous faites beaucoup, vous, en tant qu'étudiant, c'est vous partez un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on vous pose une question sur un cheval et en 3 minutes après, vous êtes en train de raconter comment vous vous êtes fait flasher pour aller dans le sud. Donc, c'est
pas du tout ce qu'on attend de vous. Restez vraiment bien focus, bien concentré sur le sujet de la question. Et ça, après, quand vous allez vous relire, c'est vraiment avec les fautes d'orthographe évidemment, mais c'est vraiment une des choses principales à laquelle il faut que vous prêtiez attention. C'est-à-dire, regardez bien si votre réponse répond justement à la question et si vous n'êtes pas parti dans tous les sens en racontant vos vacances avec votre grand-tante qui aujourd'hui est en fauteuil roulant. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que là pour le coup ça nous intéresse pas. Je vous ai donné quelques exemples de réponses. Je vais me bouger un peu. Hop. Bon, j'arrive pas à me bouger trop loin. Ici, c'est très bien. Je vais vous donner quelques exemples de réponses. Prenons une question qui pourrait vous être posée sur un thème bien précis. Quel regard l'auteur du document 1 porte-t-il sur l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer? Une réponse type: l'auteur du document 1 adopte un regard critique sur l'usage des réseaux sociaux comme source principale d'information. Ça, en gros, c'est votre idée principale. Il met en évidence le caractère instantané, superficiel de ces plateformes qui privilégient la vitesse au détriment de la vérification des faits. Selon lui, les algorithmes favorisent les contenus viraux. Donc là, on a l'argument. Il met en évidence le caractère instantané, superficiel de ces plateformes, machin. Et derrière, on cite le document. Selon lui, les algorithmes favorisent les contenus viraux, souvent émotionnels, au lieu de contenus de fond. L'auteur parle ainsi de dégradation du rapport au savoir. Quand vous citez un texte, vraiment, vous le prenez, vous faites du copier-coller, toujours entre guillemets. Dégradation du rapport au savoir, soulignant que les jeunes, même s'ils accèdent facilement à l'information, développent peu d'esprit critique. Il évoque également un risque de manipulation par des fausses informations que les utilisateurs... je me suis perdu, pardon. Voilà, donc il évoque également un risque de manipulation par des fausses informations que les utilisateurs ne prennent pas toujours le temps de vérifier. En somme, donc là, quand on commence par une phrase qui commence en somme, en définitive, pour conclure, tout ça, c'est vraiment des phrases qui vont indiquer que on arrive au bout. En somme, les réseaux sociaux sont perçus comme des outils puissants, mais mal maîtrisés, qui favorisent une consommation passive et fragmentée de l'actualité. Donc on a vraiment notre intro, nos deux arguments, à chaque fois étayés par ce que dit l'auteur, et une conclusion. Un exemple de réponse parfait. Et vous voyez, c'est pas non plus, il n'y a pas 300 pages. Je vous en ai pris un deuxième. Quels éléments du corpus mettent en évidence les effets positifs et négatifs de la consommation d'informations chez les jeunes? Réponse type: le corpus met en lumière des effets contrastés de la consommation d'informations chez les jeunes. Donc là, on est sur l'introduction. D'un côté, le document 2 évoque un effet positif, et là vous développez la démocratisation de l'accès à l'information, etc. Grâce au numérique, les jeunes peuvent s'informer rapidement, gratuitement et sur des sujets variés. Ce document cite une étude, donc vous reprenez toujours le document, donc on est sur le même principe. Introduction, argument, et on cite. On n'est pas obligé de citer toujours en prenant les mots comme ils sont donnés, mais en tout cas, on redonne l'idée principale du texte. Donc là, cite une étude montrant que certains jeunes recoupent leurs sources et s'abonnent à des médias fiables, ce qui témoigne d'une certaine maturité numérique. En revanche, donc on a bien nos connecteurs, d'un côté. En revanche, les documents 1 et 3 soulignent des effets plus préoccupants. Le document 1 parle d'une perte d'attention, le document 3 insiste sur une forme de fatigue. Donc encore une fois, voilà. Deuxième argument, les effets préoccupants, et on cite les documents. Phrase de conclusion: ainsi, très bien pour conclure aussi, ainsi, le corpus montre que si les jeunes sont connectés, leur rapport à l'information est souvent instable, ambivalent, émotionnel. On a notre phrase de conclusion. Donc, même structure, une phrase d'intro, un argument, on cite le texte, un autre argument, on recite le texte, une conclusion. Vous structurez toutes vos réponses comme ça. On va passer maintenant à l'essai. Donc déjà, un essai, qu'est-ce que c'est? C'est une production écrite, évidemment, personnelle et argumentée en réponse à une question liée au thème étudié. Et là, écoutez bien, parce que très souvent, c'est une information qui n'arrive pas jusqu'à votre cerveau.
L'objectif d'un essai, c'est de prendre position clairement, de développer une réflexion structurée et de l'illustrer avec des exemples. Ça veut dire que, évidemment, vous donnez votre point de vue, vous vous positionnez. On n'est plus sur une composition de bac où on vous pose une question et vous êtes obligé de développer premier paragraphe oui, deuxième paragraphe non et conclusion peut-être. Donc là pour le coup on vous demande vraiment de vous positionner. Donc c'est oui, c'est non, ou vous pouvez avoir aussi un avis plus tranché, c'est-à-dire de dire dans certains cas oui, dans certains cas non. Évidemment vous pouvez, mais vous devez vous positionner, vous devez avoir un avis sur le sujet. Donc vous pouvez complètement utiliser le jeu. J'ai plein d'étudiants qui me disent oui non on peut pas utiliser le jeu, il faut utiliser le on, le il, le machin. Non, vous pouvez vous parler de vous, de votre avis. Évidemment votre avis il faut qu'il soit argumenté et étayé par des exemples, notamment des exemples culturels. C'est pour ça que ça s'appelle culture générale et expression. Mais c'est votre avis qu'on demande. Donc retenez bien ça. Un essai, c'est un écrit où vous donnez votre avis sur un sujet donné. Comment on structure en fait, c'est simple. L'essai, c'est la forme la plus libre d'expression qui soit. Donc en gros, vous pourriez y aller sans structure. On ne pourrait pas vous dire grand-chose. Par contre, moi je vous conseille, sans structure. Je m'entends, avec une structure qui vous est propre, etc. Parce que l'essai, encore une fois, il n'y a pas de règle particulière de rédaction de l'essai. Par contre, moi, je vous conseille très, très, très fortement d'avoir quand même une structure qui est très, très simple, que je vais vous montrer maintenant. Évidemment, introduction, développement, conclusion. Donc, introduction, une phrase d'accroche, ultra important. N'oubliez pas que la phrase d'accroche, c'est la première phrase que va lire votre correcteur. Si la phrase d'accroche elle tient la route, le correcteur il va partir sur une bonne impression. Si votre phrase d'accroche elle est dégueulasse, votre correcteur il va dire super, j'ai encore un essai dégueulasse à corriger avant d'aller me coucher. Donc à vous de faire en sorte que votre phrase d'accroche elle accroche vraiment. Je vais vous expliquer comment on le fait tout à l'heure. Ensuite, on peut reformuler le sujet. On définit les termes si nécessaire. On reprend la problématique et on annonce notre positionnement et le plan. Ensuite, on suit le plan, donc développement, 2 ou 3 parties qui vont contenir chacune une idée. Donc une idée, c'est votre argument, une explication et un exemple concret tiré de votre vécu ou de votre culture générale. Sur le thème, d'où l'intérêt d'étudier certaines œuvres, j'ai envie de dire, en lien avec le thème. Mais là, je fais juste une parenthèse sur les œuvres. Vous n'êtes pas obligé d'aller lire des livres que vous n'avez pas envie de lire. Vous pouvez tout aussi bien aller suivre des influenceurs sur les réseaux, regarder des films, regarder des sketchs. On peut. La culture, c'est pas juste les bouquins, la peinture et la sculpture. La culture, ça va plus loin que ça. Donc à vous après d'aller trouver les sources pertinentes, en tout cas qui vous intéressent. Le thème de 2025, donc cette année, c'est à table. Franchement, vous êtes une génération qui, à chaque fois qu'il va au resto, prend son repas en photo. Je pense qu'il y a des choses à dire sur ce thème-là, sans pour autant citer Madame Bovary ou quoi que ce soit. Vous pouvez très très bien aller chercher des sketchs de Florence Foresti, des Inconnus, Le Dîner de Cons, des films plutôt cool qui tournent autour justement de ce thème-là qui est à table, la gastronomie, la cuisine, etc. Je ferme cette parenthèse. Donc développement, un argument, une explication, un exemple à chaque fois et on conclut. On rappelle les arguments importants et on fait un bilan des idées. Franchement, rien de très très compliqué. Quelques petits conseils de style. Évitez les tournures comme je pense que. C'est très scolaire et c'est très basique. Remplacez plutôt les je pense que par on peut considérer que, il semble que, etc. Utilisez évidemment des connecteurs logiques. D'abord, ensuite, enfin, dans un premier temps, dans un second temps, d'une part, d'autre part. Tous ces connecteurs-là. En définitive, en somme, ainsi, etc., etc.
Faites des phrases courtes et claires. Votre phrase ne doit pas faire plus qu'une ligne et demie. Si votre phrase fait plus qu'une ligne et demie, coupez-la. C'est que vous pouvez la couper et faire 2 phrases. Préparez des exemples de début d'introduction. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre introduction, elle doit commencer par une accroche. Mon conseil, mais c'est vraiment mon conseil tout personnel, c'est de commencer votre essai par une citation. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller demander en amont évidemment de votre examen, d'aller demander à ChatGPT des citations sur le thème que vous devez travailler. Là en l'occurrence c'est à table. Allez demander à ChatGPT, vous lui donnez un peu de contexte et vous lui dites voilà, je veux commencer mon introduction par une citation. J'ai pas encore le sujet de mon essai, mais par contre donne-moi des citations sur ce thème-là qui sont un peu passe-partout. Typiquement pour le thème de cette année, qui est le thème à table, j'ai relevé quelques citations qui sont vraiment passe-partout, que vous pourrez quasiment caser sur tous les thèmes. On a Hippocrate qui a dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Typiquement, voilà, vous commencez votre introduction par ça. Comme disait Hippocrate, « Nous sommes ce que nous mangeons » et derrière, vous continuez. On a Bria Savarin qui nous a dit dis-moi ce que tu manges, je dirai ce que tu es ». Typiquement, voilà, on peut commencer aussi notre introduction par une citation comme ça. De La Rochefoucauld qui nous dit « Manger est un besoin, savoir manger est un art ». Théodore Zeldin qui nous dit « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur ». Virginia Woolf qui nous dit « On ne peut penser bien, aimer bien, dormir bien si on n'a pas bien dîné ». Encore une fois, allez sur ChatGPT, vous en prenez 5-6 passe-partout, vous les apprenez évidemment avec leurs auteurs et vous sortez celle qui est le plus pertinent par rapport au sujet. Voilà, typiquement, c'est une super manière de commencer un essai. Et là, très souvent, quand on commence l'essai, on ne sait pas trop par quoi commencer, etc. Là, c'est très simple. Comme disait La Rochefoucauld, nous sommes ce que nous mangeons. C'est pas La Rochefoucauld qui disait ça, c'est Hippocrate. Comme disait Hippocrate, nous sommes ce que nous mangeons. Point. Tout comme lui, mon avis est très tranché sur la question. Et derrière, vous annoncez votre plan. Et c'est très, 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 très bien. Je vous ai pris un exemple. Donc, je vous ai écrit un essai. On va vraiment l'analyser ensemble. Notamment l'introduction. Prenons par exemple un thème qui pourrait tomber clairement cette année au BTS. La cuisine est-elle un art? On est clairement dans le thème. Donc là, en gros, je vais vous montrer l'essai. Donc j'ai volontairement séparé l'introduction, la première partie du développement, la deuxième partie et la conclusion pour que vous puissiez voir comment c'est structuré. Donc comment je démarre mon introduction? Avec une citation. La cuisine, c'est de l'amour, de l'art, de la technique. Fin des guillemets, disait Paul Bocuse, figure emblématique de la gastronomie française. Cette citation interroge notre regard sur la cuisine. Doit être-elle perçue comme une forme artistique à part entière, au même titre que la peinture ou la musique? On arrive directement, donc on a notre accroche, on enchaîne sur notre problématique. Dans une époque où les grands chefs sont exposés dans des documentaires, récompensés par des étoiles ou même invités dans les musées, la frontière entre cuisine et art semble de plus en plus floue. Donc là, nous, de notre côté, on commence déjà à apporter notre raisonnement et notre avis. Mais peut-on vraiment considérer la cuisine comme un art? Point d'interrogation. Nous verrons d'abord en quoi la cuisine possède des dimensions artistiques, avant de souligner ce qui la distingue des arts traditionnels. Donc moi, là, j'ai pris le parti de dire ok, la cuisine c'est un art via ces arguments-là, mais par contre c'est pas un art comme les autres, et je donne d'autres arguments. Donc là je démarre mon développement. Partie 1 du développement, je peux remettre ça, hop, voilà. Partie 1 du développement, la cuisine comme tout art vise à provoquer des émotions, à stimuler les sens et à transmettre une vision du monde. Ça, c'est mon idée. Un grand cuisinier, à l'image d'un peintre ou d'un musicien, compose une assiette en jouant sur les couleurs, les textures, les arômes, comme un peintre ou quoi que ce soit. La gastronomie moléculaire, popularisée par le chef espagnol Ferran Adrià, donc là c'est culturel,
a par exemple bouleversé les codes traditionnels en créant des plats à la fois visuellement surprenants et sensoriellement déroutants, comme des mousses chaudes ou des sphères liquides. Donc vous voyez, j'ai mon argument étayé par un exemple tiré de ma culture. Deuxième argument, de même le film Le Festin de Babette, voilà, encore une fois, la culture, adapté d'une nouvelle de Karen Blixen, illustre parfaitement le pouvoir émotionnel de la cuisine. Et derrière, on continue notre argument. À travers ces exemples, on voit que l'intention créative, l'originalité et la recherche du beau rapprochent certains cuisiniers des artistes. Donc là, en gros, première partie de développement, la cuisine se rapproche très très fortement de l'art. Deuxième partie, j'ai dit dans mon intro que on va aussi la dissocier de l'art. Donc deuxième partie, donc développement partie 2. Cependant, contrairement aux arts dits libres, la cuisine est soumise à des contraintes utilitaires. Nourrir, rassasier, respecter un budget, des produits, des saisons. Ça, c'est ce qui la distingue de l'art. La majorité des cuisiniers reproduisent des gestes appris sans forcément innover, comme le souligne Bourdieu dans La Distinction. Encore une fois, référence culturelle, les formes d'art sont souvent légitimées par une institution ou un regard critique. Or, la cuisine quotidienne échappe à cette reconnaissance. C'est donc seulement lorsque le cuisinier dépasse la technique pour exprimer une démarche personnelle, une vision, qu'on peut véritablement parler d'art. Donc en gros, là, ce que je dis, c'est ok. Vous avez compris mon point de vue, c'est que la cuisine, c'est un art. Par contre, faire cuire des pâtes, c'est pas un art. Faire de la cuisine moléculaire, c'est un art. Éplucher des carottes pour bien les disposer sur une assiette, mettre du orange et du vert et du bleu et du jaune, ça, c'est un art. Donc voilà, développement partie 2, je vous laisserai le lire. Et derrière, on conclut. En somme, toujours un connecteur, en somme, en définitive, ainsi, comme vous voulez, en conclusion, pour conclure. La cuisine peut bel et bien être considérée comme un art lorsque le cuisinier transforme des ingrédients en une œuvre sensorielle, émotionnelle et originale. Toutefois, il reste un art appliqué, enraciné dans le réel, qui oscille entre fonction et expression. C'est peut-être cette tension entre nécessité et créativité qui fait de la cuisine l'un des arts les plus accessibles et les plus vivants. Et je termine là-dessus. Et là, vous avez compris comment on rédigeait un essai. Donc toujours, de la même manière que pour les questions, l'argument, sauf que pour les questions, on va me donner un argument qui sera étayé par le corpus. Pour l'essai, l'idée c'est de donner un argument, des arguments toujours étayés par votre culture personnelle. Vous pouvez aussi vous inspirer du corpus, mais derrière, n'oubliez pas que la matière s'appelle culture générale et expression. Elle ne s'appelle pas juste expression. Donc il faut que derrière, vous ayez aussi un petit peu de culture générale. Donc moi, mon conseil pour étayer un petit peu votre culture générale, c'est d'aller chercher sur Internet des sources liées au thème qui vous éclatent. Sur le thème à table, vous avez plein d'influenceurs. Voilà, je pense à Cédric Grolet, je pense à Nina Métayer, voilà, des influenceurs incroyables, enfin des influenceurs, des cuisiniers qui communiquent beaucoup sur les réseaux, qui sont incroyables à suivre. Vous avez des films hyper cool, vous avez des sketchs, voilà, de Florence Foresti, des Inconnus, de Muriel Robin et compagnie. Franchement, vous n'êtes pas obligé d'aller lire des livres qui vous gonflent. Faites-le si vous aimez la littérature française. Je vous encourage très très fortement à lire. Mais si c'est une souffrance pour vous de lire un livre de littérature classique, le faites pas et allez chercher d'autres sources de culture. Il y a des jeux vidéo aussi sur la cuisine qui existent. Je les connais pas tous évidemment, mais allez chercher. La culture, c'est pas que les livres et les peintures. La culture va plus loin que ça. À vous d'aller vous intéresser à la culture qui vous intéresse. Je pense pas que pour la majorité d'entre vous, vous aurez un jour un prof en face de vous qui vous dira venez pour apprendre aujourd'hui le thème à table, on va jouer à la Switch ou à la Wii sur ce jeu vidéo là, mais vous feront plutôt lire Madame Bovary et compagnie. À vous derrière de faire ce travail de votre côté. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura permis vraiment de comprendre ce que c'était un essai, de comprendre la structure pour répondre aux questions, etc. Voilà, je vous conseille vraiment de la visionner un petit peu avant évidemment votre épreuve et je vous souhaite bonne chance pour cette épreuve de CGE qui clairement, à mon sens, n'est pas compliquée.